Bonjour Mickaël. Bonjour Shraga. Alors, en début de cette émission, une nouvelle rubrique qu'on propose, une rubrique interactive dont vous allez nous parler. Voilà, ce qu'on va faire, on va proposer aux auditeurs une petite question. Enfin, une question qui concerne non pas la politique à la Knesset, non pas des projets de loi, mais plutôt ce qui se passe dans les coulisses, ou plutôt ce qui s'est passé avant, souvent, ou en dehors de l'aspect politique de la vie des députés. Alors, la première question cette semaine, c'est très simple pour répondre. Il suffit, en dessous du post sur la page de Kalita, de répondre. Le premier qui aura répondu la bonne question aura gagné. La question, voilà. Alors, notre estime. C'est une surprise, mais il sera cité la semaine qui suit dans l'émission suivante. Alors, la première question de cette semaine est la suivante. Quel député qui siège actuellement à la Knesset a posé comme modèle nu dans une école d'art? Voilà, je répète la question. Ça commence fort. Quel député, homme, je précise, a posé comme modèle nu pour une école d'art, donc avant d'être député, je précise. Voilà. C'était la première question, et on peut revenir à la politique. Voilà. Donc, la Knesset, là, cette fois-ci, est en vacances, mais on se prépare aux élections, et avant les élections, les grandes, il y a les primaires du Likoud, avec cette semaine, le lancement de la campagne qui va durer très peu de temps, puisque c'est jeudi prochain, dans une semaine exactement, les primaires du Likoud, Gideon Sa'ar contre Binyamin Netanyahou, donc une soirée où il y avait du monde, 1200 personnes, on va le voir en image peut-être quelques instants. Donc Gideon Sa'ar qui défie un peu le leadership politique de Binyamin Netanyahou parce qu'il a le soutien de quelques personnalités du Likoud et dont le slogan ou l'idée maîtresse dans la campagne, c'est de dire que si on en croit les sondages évidemment, que lui seul arriverait, même s'il fait baisser le score du Likoud dans les sondages, en tout cas arriverait à former une coalition de moins 61 sièges, ce que pour le moment Binyamin Netanyahou n'arrive pas, pour le moment en tout cas si on croit les sondages. Oui, c'est-à-dire, Sa'ar dit aux primaires du Likoud, donc il s'adresse à près de 120 000 membres du parti, c'est le plus grand parti d'Israël, soit vous votez pour Sa'ar, Premier ministre, soit pour Netanyahou, chef de l'opposition. Voilà. Le message est clair, et il faut préciser, à cette soirée où j'étais, que Sa'ar n'a pas attaqué Netanyahou, a demandé aussi à ses partisans de ne pas attaquer Netanyahou, de ne pas répondre non plus aux attaques, mais de défendre justement une politique plus à droite. On a le sentiment, et les professionnels, les experts politiques disent qu'il est plus à droite que Netanyahou. Dire, certes, Sa'ar dit Netanyahou a fait énormément de choses pour ce pays, mais à l'heure actuelle, il ne s'agit pas de dire que Netanyahou est bon ou pas bon, c'est juste un calcul politique qui aujourd'hui fait que voter pour lui donnerait plus de chances à la droite de rester au pouvoir. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que pendant toute la campagne précédente, au Likoud, on disait ce n'est pas important le parti qui est c'est le parti qui est le plus important, celui qui aura le plus de voix, et non pas le bloc. Or maintenant, on voit que le discours est tout à fait inversé, en disant ce qui est important, c'est le bloc, et d'après Gideon Sa'ar, lui seul serait capable de former un bloc de plus de 61 en faisant ramener Lieberman notamment. Oui, des Lieberman et des électeurs qui ont peut-être quitté le Likoud ou qui n'ont pas voté tout simplement, c'est aussi un problème. Oui, on verra dans les semaines qui suivent, Carlon qui pourrait se retirer de la vie politique, paraît-il, est-ce qu'il va soutenir vraiment Netanyahou ou Sa'ar? Est-ce que Lieberman va annoncer officiellement que si c'est Sa'ar, il est prêt à rentrer dans la coalition, ce qui pourrait rajouter des voix à Sa'ar au sein du Likoud. C'est-à-dire vraiment, ce serait une preuve que ce qu'il dit est juste. Donc on ne sait pas encore où on va à droite. On a vu que Bennett a lancé sa campagne sans Shaked, mais que Shaked a refusé la proposition de Lieberman d'être numéro 2 sur sa liste. Il se passe des choses, mais ce pas des choses qui sont définitives. On est encore loin. Il nous reste plus de 2 mois avant les élections, presque 3 mois encore. Donc on a le temps de voir venir, et on en parlera dans les émissions qui suivent. D'autant plus que ce qui se passe à gauche aussi peut tout à fait redistribuer les cartes,
parce que à l'extrême gauche, le camp démocratique est en pleine ébullition. Alors, on rappelle que cette liste, en fait, c'est l'union de Meretz, d'anciens du Parti travailliste, donc et aussi de l'Israël démocratique créé par Ehud Barak. Et de la liste d'Ehud Barak. Et justement, alors, ce problème dans ces cas d'alliance, surtout quand les partis ont très peu de mandats, c'est qu'au sein des partis respectifs, les candidats se disent il y a moins de place pour nous. Donc, ce qui se passe à Meretz, c'est que Meretz demande les 4 premières places sur une liste commune, ce qu'évidemment, Stav Shafir, qui a maintenant créé un parti écologiste, qui avait quitté le Parti travailliste pour rejoindre ce camp démocratique, n'est pas du tout contente. Elle a dit, si c'est comme ça, je suis prête à quitter le camp démocratique et courir au nom d'un parti écologique. On ne sait pas encore ce que Ehud Barak pense, parce qu'il est à l'étranger. Il va sûrement essayer de rabibocher tout cela. Mais en tout cas, si ce camp démocratique se désagrège, ça pourrait redistribuer complètement les cartes, parce qu'aucune des trois composantes n'aurait de chance, ou très peu de chances, de pouvoir atteindre le seuil d'éligibilité, ce qui redistribuait totalement les cartes. Donc même les sondages qui sont publiés actuellement, il faut les prendre toujours avec des pincettes. Beaucoup de choses peuvent se passer encore d'ici le 2 mars. Alors maintenant, on va en arriver aux 2 rubriques traditionnelles, mais en commençant cette fois-ci par... Alors, le cactus, et on terminera par là. Le cactus, Shraga. Alors le cactus, je l'ai accordé cette semaine à Moshe Yaalon, l'ancien ministre de la Défense, Bogi Yaalon, membre du cockpit, qu'on appelle du cockpit de bleu-blanc. Pourquoi ? Parce que l'un de ses slogans généraux, c'est de dire que le discours politique est descendu très bas en Israël à cause de Benjamin Netanyahou, d'après lui. Et dernièrement, il a qualifié les députés du Likoud de smartoutim, c'est-à-dire de serpillères. Donc c'est vrai que ceux qui donnent des conseils dans la classe politique feraient mieux d'abord aussi eux-mêmes de donner l'exemple. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était pas son style habituel. Il était en général plus mamlartiste, plus réservé. Et là, il a été assez violent sans être violent, enfin en tout cas en utilisant un terme qui n'était pas très digne. Voilà. Pour un ancien chef d'état-major. Voilà, exactement. Et on passe donc maintenant à la rose, qui est plutôt une chrysanthème. Voilà, alors on a appris donc hier la disparition de Geoula Cohen, 94 ans. Geoula Cohen était une députée, mais elle a été députée finalement... 18 ans, je crois. Voilà. 74 à 1992, au moment où son parti a disparu. Mais au-delà de cet élu, c'est vraiment une part de l'histoire d'Israël qui s'en va. C'est ce qu'ont rappelé le président Reuven Rivlin et le Premier ministre Benjamin Netanyahu hier soir dès l'annonce de la nouvelle. Alors on rappelle aussi que c'est la mère de l'actuel ministre Tzachi Hanegbi, qui est aussi député depuis bientôt 30 ans. Mais je vais revenir un peu en arrière sur Geoula Cohen, sur l'histoire de cette jeune femme qui devient la voix de la radio de l'Irgun dès 1942. Radio clandestine. Voilà, la radio clandestine qui lutte contre les Britanniques. Et elle est emprisonnée, elle est condamnée à 7 ans de prison. Elle s'enfuit lors d'une opération de sauvetage audacieuse de l'Irgun, du Hetzel. Et en fait, toute sa vie, ce sera une combattante, une battante. Elle est journaliste, elle a écrit des livres et elle s'est battue à la Knesset. Alors, de manière paradoxale, c'est-à-dire que c'est une femme du Likoud, très à droite, très proche de Menachem Begin, qui était son mentor. Et elle se retrouve en 79, au moment de la signature de l'accord de paix avec l'Égypte. Elle est très fâchée que Israël renonce au Sinaï. Et elle décide donc, déjà à la Knesset même, elle proteste violemment. Très démonstratif. Voilà, et elle fait partie des députés, c'est ce qu'on appelait une grande gueule, Geoula Cohen. Elle fait partie des gens qui quittent le Likoud, avec l'écrivain Moshe Shamir aussi à l'époque, le professeur Yuval Ne'eman, l'inventeur du nucléaire israélien, enfin des grandes personnalités qui quittent le Likoud. Pour faire tria. Voilà, et qui crée ce parti Atria, la Renaissance, parti qui va tenir quelques années, qui va être dans le gouvernement d'Yitzhak Shamir en 1990 et 92. Geoula Cohen est même vice-ministre des Sciences. Et elle a un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, c'est pour ça aussi que cette rose lui a accordé aussi, pour se rappeler de ses combats pour la défense, pour l'aide au LIM. Elle était présidente de la commission de l'Aliyah et de l'intégration à la Knesset, et elle s'est beaucoup occupée à la fois dans les années 80 de l'Aliyah des Juifs d'Éthiopie, puis en 90 de l'Aliyah des Juifs de l'ex-URSS. Elle avait aussi dans son cœur quelque chose avec les Français. Il y avait beaucoup avec l'Aliyah de France qu'elle espérait
plus nombreuses. Elle avait à plusieurs reprises rencontré des journalistes français. J'ai eu ce mérite aussi de l'interviewer et de la rencontrer. C'est quelqu'un pour qui l'Aliyah était un sujet très important et qu'il a montré jusqu'à la fin de sa vie. Pour ses 90 ans, il y a eu une grande fête dans quelques années où Benyamin Netanyahou et l'ensemble de la classe politique lui a rendu hommage. Partie de ces gens qui, au-delà des clivages droite-gauche, ont été des figures centrales de la vie politique israélienne, des gens qui ont combattu pour la création de cet État et qui nous quittent, et c'est une génération qui s'en va. Voilà, il ne faut pas oublier non plus qu'elle a joué un rôle assez déterminant dans le vote de la loi fondamentale sur Jérusalem en 1980. En 2003, elle a reçu le prix Israël pour l'œuvre de sa vie. Pour sa contribution à l'État. Voilà. Je crois qu'en 2014, elle a eu droit d'allumer un flambeau à Yom Ha'atzmaut, et on l'a qualifié un peu de passionnariat de la droite, comme l'était à gauche Shulamit Aloni. D'ailleurs, ces deux personnes étaient des ennemis intimes, toutes deux, comme vous dites, des grandes gueules, mais qui mettaient un peu de piment dans la vie parlementaire, et elle n'hésitait pas à critiquer fortement la droite. On l'a vu notamment quand elle a déchiré démonstrativement les accords de paix du haut de la tribune, en vitupérant contre Menachem Begin. En tout cas, c'est une personnalité qui a jalonné l'histoire de l'État d'Israël depuis sa création. Voilà, que sa mémoire soit bénie. Voilà. Voilà, alors je rappelle aux éditeurs qui sont arrivés au milieu de l'émission qu'il y a une question. Donc, quel est le député actuel qui a posé comme modèle nu dans une école d'art, bien entendu, avant d'être député? La réponse, le premier qui répond juste, sur la page Facebook de Studio Qualité. Si personne ne trouve, on donnera la réponse la semaine prochaine. La réponse de toute façon, il y aura une autre question. Voilà. Merci Michael, merci chers auditeurs. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.